Cool. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hackerspace. Il y a quand même beaucoup de nouveaux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long. En fait, ce soir, on va avoir une conférence, comme vous savez, sur les attaques DNS avec Guillaume ici. Avant de commencer, je vais juste faire une petite shameless plug. En fait, pour le Hack Night, le 24 mai prochain, dans un mois, on a une nuit de hacking qui va être ici au Cégep, dans la salle ici et dans l'autre à côté. C'est une nuit avec des jeux de sécurité hacking, un peu comme au Hackfest au mois de novembre. Donc, il va y avoir quelques tracks de hacking qui vont être annoncés prochainement. Les inscriptions, c'est gratuit encore une fois. C'est sur le site du Hackfest, en haut, dans le menu en haut, c'est marqué Hack Night. Vous allez là, marquez vos informations, votre nom, email et nom d'équipe. C'est des équipes de 4 personnes. Vous pouvez vous inscrire tout seul aussi, jouer tout seul, ou on peut vous combiner à d'autres personnes. La plupart des places, je pense qu'on est rendu à peu près à la moitié, sont prises. Donc, vous voulez vous inscrire tantôt, on pourra même le faire live sur donc, c'est ça pour la plug. Donc, ça va être aussi rapide que ça. Je vais laisser la parole à Guillaume. Ouais. Tu fermes les lumières? Ouais, c'est gentil que c'est vrai. Ouais, pour les slides, c'est pas noir sur blanc, mais ça va faire la job. Ouais, c'est parfait. Là, je suis en caméra, tu peux te dire, je sais pas. Ouais, pas de go. Bon, ben, bonjour, moi c'est Guillaume. Je travaille au ministère de la Justice. Je suis opérateur serveur DNS pour le projet OpenNIC, qui est un projet de racine alternative pour le DNS. C'est-à-dire le fameux point qui est au bout de tous les domaines, mais qu'on met jamais, ben, il y a moyen de faire des racines alternatives, puis nous, on utilise cette technologie-là pour offrir des TLD personnalisés. Je vais en parler un petit peu plus dans la présentation, mais c'est pour ça que je fais la présentation aujourd'hui. C'est avec ce background-là que je vous apporte les infos. Déroulement, je vais parler un petit peu plus d'OpenNIC, comment ça marche, à quoi ça sert, que ça mange en hiver, en été, en automne. Spamhaus, l'attaque qui est arrivée il y a une couple de semaines, je crois, sur les blacklists de DNS, pas de DNS, de courriel. Donc, il y avait des chiffres qui se promenaient de 300 gigabits par seconde vers Spamhaus, jusqu'à temps que Cloudflare embarque là-dedans. C'était super intéressant. Puis, ça tombe directement en lien avec nos attaques, parce que c'est les serveurs DNS, entre autres, qui ont été utilisés pour attaquer Spamhaus. Ensuite, je vais parler des attaques flood standard, c'est-à-dire qu'est-ce que le gars sur 4chan fait quand il ouvre Loïc et qu'il pèse Charging My Lasers et que ça attaque tout le monde automatiquement. Attaque par amplification. Comment faire ça, mais plus intelligemment, tout simplement. Exemple réel, ben moi j'ai un serveur, j'ai des logs, je vais vous montrer ce que ça donne quand on se fait attaquer. C'est sûr que moi je ne suis pas Spamhaus, mais on s'entend que le principe est le même. On va voir les requêtes, le trafic, qu'est-ce que ça donne, etc. Puis mitigation, bien évidemment, ça ne sert à rien de m'expliquer tout comment ça marche, puis de jamais vous dire comment défendre. Fait que là, je vais vous expliquer quelques moyens de défense simples qu'on peut faire pour être un bon service provider ou opérateur DNS. OpenNIC, racine DNS alternative. OpenNIC, je vous l'explique un peu, on offre des TLD personnalisés, entre autres. Fait que tu tapes dans ton browser mon site web.free, puis ça tombe sur nos TLD si tu utilises évidemment nos serveurs DNS. Le but de ça, c'est que OpenNIC, on trouve un peu que le ICANN qui gère ces choses-là, normalement, il prend un peu trop de contrôle sur le DNS, puis en ce moment, il essaie de faire beaucoup d'argent avec ça. C'est-à-dire que tu peux payer des milliers de dollars pour avoir le plus fameux, le point XXX. Ben, c'est avec ça que c'est arrivé. C'est que ICANN, ils ont dit, ben, on va permettre au monde d'acheter des TLD, puis ensuite d'offrir des domaines. En passant, TLD, je le dis depuis tantôt, c'est Top Level Domain. Donc, comme net, org, c'est des TLD. C'est le domaine, dans le fond, qui est au-dessus. Nous autres, c'est ça, on offre les personnalisés, puis ICANN, on trouve que c'est ridicule de charger autant d'argent du monde pour avoir des domaines. Le but d'un domaine, c'est juste d'avoir une adresse puis d'avoir un IP au bout. Tu navigues sur le site puis tu y vas. Ça ne sert à quoi de charger des centaines de milliers de dollars pour faire des TLD, que là, ils veulent faire, ben là, on va tout mettre les sites web de XXX sur XXX.xxx, justement. Il n'y a personne d'autre qui va mettre un site de Q sur un .com. On sait tous que ça n'arrivera pas. Fait. Quant à nous, c'est pour faire de l'argent, puis c'est plus efficace. Ça marche. Politique ouverte, ben, c'est pas compliqué, on est démocratique. Fait que si tu as 50% des votes, ben,
tu n'as pas le droit à ta grève étudiante, tu passes avec nos décisions qu'on prend. Fait, les TLD, c'est un peu comme ça que ça marche. Si tu veux entrer un nouveau TLD, comme là, on a le point geek. Mettons que tu vas faire point geek 2 pour donner un exemple un peu facile. Là, ben, tu rentres en mailing list. Premièrement, ça te prend ton serveur DNS. Il faut que tu sois capable de au moins hoster ton propre TLD. C'est le minimum qu'on demande. On demande aussi que tu es capable de le garder hosté. Si ça marche un mois, puis pendant 11 mois, tu étais DOSé, ben, on va peut-être t'enlever de la liste. Fait que les membres, ils vont voter, puis si tu as 51% des votes, on va te, ben 50% plus 1, excusez, on va te donner ton TLD. Puis à partir de ça, ben, les gens ils peuvent s'enregistrer sur ton TLD puis avoir leur propre site. Là, c'est sûr que côté business, j'aime bien le projet, mais c'est sûr que c'est quasiment impossible de partir une business là-dessus parce que, mettons, l'ordinateur ici, il utilise les serveurs DNS du service provider qu'il y a ici au cégep. Fait que si tu marques .free dans le browser, ben, ça va aller nulle part. Sauf que pour les particuliers, les personnes à la maison, ils peuvent facilement changer de DNS, puis pour eux autres, c'est transparent. C'est-à-dire que si tu marques google.com, on ne changera jamais cette requête-là. Ça va toujours passer. Les TLD qui existent déjà, c'est transparent. Il n'y a pas de collision à date entre nos TLD et ceux de ICANN. Ça résume pas mal. Question publique, toi? Ouais. Il a fait? Puis, toi aussi, je pense. Non? Non? Ah, je me suis trompé. Ouais, j'ai vu des photos passer. Là. Mais ouais, OpenLink, dans le fond, moi, j'ai pas de TLD, mais j'ai un serveur tier 2. Je vais justement expliquer c'est quoi. L'architecture. Serveur autoritaire. Ça, c'est sûr, justement, que si tu veux implémenter un nouveau TLD, ce qu'on va te demander, c'est un serveur tier 1. Un serveur autoritaire, c'est que maintenant, moi, j'ai mon domaine gpana.org. Il y a le registry.org, il va garder une liste des serveurs de domaine qui sont totalitaires sur mon domaine. C'est-à-dire que c'est ces serveurs-là qu'il faut que tu interroges pour savoir les IP qui sont associés à mes noms de domaine. On va te demander de hoster un tiers 1 pour ton TLD. Fait qu'il y a un tiers 1 pour .geek, il y a un tiers 1 pour .oss, .bbs, il y en a d'autres. Vous pouvez aller sur le site internet que je vous ai plugué en bas. Puis vous allez tout avoir les serveurs DNS qui sont disponibles. Les tiers 1, ils sont en esclave entre chaque. C'est-à-dire que le serveur TLD pour OSS, il est capable aussi de servir de backup pour .geek, .bbs, fait que c'est assez stable. Les serveurs autoritaires, par contre, ils ne répondent pas aux demandes des clients. C'est-à-dire que si tu pointes ton OS vers ces serveurs-là, il y en a qui vont te répondre parce qu'ils sont bien gentils, mais il y en a d'autres que ce ne sera pas le cas, puis ils sont simplement autoritaires. C'est-à-dire qu'ils ne feront pas le travail de tout descendre la chaîne des noms de domaine, puis des serveurs de domaine pour te trouver vers quel IP tu vas aller. Pour ça, ça va prendre des serveurs récursifs, tiers 2. Récursifs, justement, parce que les autres, ils vont chercher, puis finir ta query au complet, puis ils vont t'envoyer le résultat direct vers ton OS. Les serveurs tiers 2, c'est eux qu'on va attaquer. Premièrement, parce que être récursif, ça fait que tu es vulnérable. On va voir pourquoi plus tard. Puis, tu n'as pas le choix d'être récursif pour que le service soit possible. Si on n'a pas de service récursif, ben, il n'y a personne qui va pouvoir demander c'est quoi nos accords. Ça ne fonctionnera pas. C'est ça, donc, doit être récursif pour faciliter l'utilisation, ouvert au grand public. Fait que n'importe qui peut utiliser un autre tiers 2. Il n'y a pas de. Parce que je cherche, il n'y en a aucun là, qui a une liste d'accès, chose de même. Là. Tu pointes ton browser là. Puis aussi, c'est un avantage pour ceux qui ont des. Je ne sais pas au Québec s'il y en a beaucoup des mêmes, mais d'un fois, il y a des services comme Vidéotron, je ne sais pas, que tu vas vers un site, puis si le domaine n'existe pas, il va te rediriger vers une page de spam qui est censée être aidant pour on ne sait pas quelle raison. Mais ben, on ne le fait pas nous autres, c'est un autre avantage, on n'intercepte pas vos DNS. Si le domaine n'existe pas, on va retourner la réponse pour dire qu'il n'existe pas, on ne retournera pas un site de spam, plein de points, puis aussi, la faille là-dedans, ouvert au grand public, ben, aussitôt que tu es ouvert au grand public, tout le monde veut t'attaquer. Puis, il y a une belle liste d'IP, tu peux voir nos politiques de log, nos IP, tu peux même. Ben là, OK, il n'y a pas le bouton delete. Il y a aussi moyen de rajouter ton propre serveur là si tu veux t'adhérer au projet. Mais ça fait qu'on est vulnérable. Évidemment, les services publics, ben, tout le monde a la liste d'IP, c'est un peu comme les exit notes de Tor, ben, si tu les connais, tu peux attaquer tous les particuliers. Ouais, Farmhouse, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un graphique. C'est pas le 300 gigabits au complet, évidemment. C'est pas un. Je pense même pas que c'est un graphique de Farmhouse, mais c'est un graphique qui a été donné par leur provider pour montrer c'est pas l'exemple que ça faisait sur un graphique quand tu te faisais attaquer à ce niveau-là. On voit passer de 40 gigabits à 100 gigabits en une seconde quasiment. Là. Ça a dû prendre quelques minutes, mais c'est impossible à gérer pour la plupart des personnes.
Spamhaus sont habitués d'être attaqués parce que leur service, il sert contre les pirates. Fait que quand tu les déranges d'habitude, ben, ils te dérangent eux autres aussi. Là. Mais ça a été quand même une job pour eux autres de gérer ça. Cloudflare fait de la pub. Je dis ça parce que Cloudflare, ils ont fait un beau blog post et ils ont vendu leur service. En passant, il était excellent leur blog post. Je voulais m'inscrire 5 minutes après. Mais Cloudflare, eux autres, ce qu'ils font, c'est du Anycast qu'on appelle. C'est-à-dire que pour aller vers, un peu comme Netflix, ils vont faire, mettons, si tu vas aller chercher ta série TV, tu ne vas pas nécessairement tout le temps aller la chercher vers un serveur central, ça va être distribué partout dans le monde. Mais quand Spamhaus se sont fait attaquer, ils sont allés voir Cloudflare, ils ont dit, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Puis Cloudflare, là, on va organiser ça, le Anycast. Puis c'est ça, dans le fond, qui a fait que l'attaque de Spamhaus, ça a été très mitigée, c'est que Cloudflare, ils ont tout détecté les attaques. Ils sont habitués de faire ça, du DDoS Protection. D'un fois, il y a des sites que vous allez braser vers ces sites-là, puis il va être marqué le site est en train de se faire attaquer, attendez quelques instants, cloudflare.com, blablabla. Ben, c'est un peu ça que ça sert. C'est du throttling, ça vous empêche d'aller trop vite vers le site, puis ça permet à quelques autres usagers d'en profiter aussi. Les fameux Open Resolvers, ben, c'est ce que je parlais. Les Open Resolvers, c'est des serveurs DNS qui sont récursifs, donc que si tu leur demandes une requête, ils vont te la faire au complet, mais qui ne devraient pas l'être. C'est-à-dire que si toi, tu as ton domaine exemple.com, tu n'es pas obligé de répondre aux requêtes pour google.com, google.ca, fortune.org, toutes ces affaires-là. Parce que ce n'est pas ta business. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est dire, ben, c'est pas moi qui est autoritaire pour ce domaine-là, va voir tel autre même serveur, puis lui va t'organiser ça. Bien, les serveurs Open Resolver, comme que nous autres, on roule sur OpenNIC, on ne peut pas faire ça parce que sinon, ça brise. Il faut faire la requête au complet. Donc, on skip. Là, je vais revenir un peu sur les attaques classiques. Les attaques de flood classiques, c'est HTTP flood, UDP flood. C'est-à-dire que tu envoies le plus de données possible vers un serveur, puis tu espères qu'il tombe, que la connexion Internet ne soit pas suffisante, que ce soit un gars dans son garage, puis qu'il n'y ait juste pas une bonne connexion Internet, etc. Les Loïc, qui est un tool que, bon, j'imagine au moins une personne ici connaît, sinon je pense pas. Mais le Loïc qui est open source, il permet de flooder justement de cette façon-là, puis le HTTP flood, il est collé dedans. Fait que souvent, les attaques d'Anonymous, si on sert ce tool-là, c'est des attaques très, ça paraît beaucoup, c'est logs, c'est très classique, c'est très brut, mais ça marche. Les désavantages de Loïc, des attaques HTTP flood, là, ça ne s'appelait pas UDP, évidemment. Il y a le TCP handshake qui fait que ben, il faut que tu prennes un petit peu plus de ressources pour faire ces attaques-là parce qu'il faut que tu complètes ta connexion TCP d'un fois pour envoyer ton trafic HTTP. Fait que, veux pas, ben, toi, tu fais une partie de la job, mais en même temps, ton serveur, il travaille plus. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mal? On va en discuter longtemps. Il y a une affaire que ça empêche, par exemple, c'est que tu ne peux pas vraiment spoofer ton IP avec ce type d'attaque-là. Parce que tu ne seras jamais capable de compléter le handshake TCP si tu as donné une fausse IP. Parce que le serveur, il va envoyer sa réponse vers une IP qui n'existe pas, mais qui ne s'attend pas à recevoir. Fait que tu ne pourras pas, évidemment, répondre à la requête. L'autre désavantage, c'est qu'il y a d'autres serveurs web qui Apache. Fait que c'est pas tout le temps efficace des HTTP floods s'il y a des serveurs web plus efficaces qui sont capables tout simplement de manger le trafic que vous leur envoyez. Bonjour. Non, on va chercher un frère. C'est bon. C'est ça, un serveur que, justement, que tu dépends du fait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, ben, s'ils finissent par rajouter des ressources, puis que finalement ton HTTP flood ne marche pas, ben, il n'y a plus grand-chose que tu peux faire. Aussi, un des avantages de ça, c'est qu'il faut t'envoyer autant de données que tu veux que l'autre en reçoive. Si je veux flooder un gars à 40 mégabits, ben, il va falloir que je trouve 40 mégabits à y envoyer, peu importe comment. Puis, grep, signature anonyme, ça, j'ai trouvé ça bien drôle. C'est quand le gars de la SQ, il me semble qu'il était de la SQ qui a fait la présentation au Hackfest l'année passée, il parlait du. C'était-tu le printemps avant? C'était les derniers. Mais il parlait soit des attaques étudiantes ou d'autres attaques avant ça qui étaient de DDoS aussi contre le gouvernement. Puis, ce qui est arrivé, c'est que dans Loïc, ben, tu peux mettre une petite phrase, que cette petite phrase-là, elle va apparaître dans les logs du serveur web, dans le fond de l'attaque. Je comprends que vous voulez que le monde le voie, que vous attaquez des gens, et que c'est le fun, mais c'est parce que quand tu prends premièrement ta vraie IP, et qu'après ça, je peux faire un grep sur mon log HTTP puis sortir tout le monde qui m'a attaqué parce qu'il est marqué va chier charret dedans, ben c'est plus facile à retracer, on s'entend. Fait que c'est un des désavantages de l'attaque de
Fait, pourquoi on fait. Ben, on le fait encore, mais pourquoi on fait pas ça tout le temps? C'est qu'il y a d'autres attaques plus efficaces. Avantage, UDP, t'as pas d'handshake, t'as rien. T'envoies le paquet, il le reçoit, il t'envoie la réponse. T'es pas obligé de prendre des ressources à faire ton TCP handshake. Puis l'autre affaire que ça va nous permettre, ce qui est le plus important, c'est que tu vas pouvoir faire du IP spoofing. J'ai nommé mon chose attaque DNS. En fait, c'est attaque avec le DNS, en collaboration avec le DNS. Parce que le DNS, il va te servir à attaquer quelqu'un d'autre. C'est pas le serveur DNS que tu attaques avec les attaques que je vais vous présenter. C'est que tu te sers du serveur DNS pour attaquer quelqu'un qui n'a aucun rapport avec lui. Puis c'est le IP spoofing qui va te permettre de faire ça. L'autre avantage de DNS, c'est que les résolveurs ouverts sont faciles à trouver. Pas mal plus que tu vas monter un botnet de dizaines de chiffres. Fait que tu peux aller sur des sites web même qu'il y a Open Resolver Project, je pense, où tu peux rentrer un range d'IP, il va le scanner au complet, il va te sortir tout ce qui est ouvert sur le port 53, puis tu t'en sers pour faire tes attaques DNS après. Fait que ça. Le niveau est vraiment bas si vous voulez faire ce type d'attaque-là. Je vais finir la présentation, on va avoir 15 pages, on va y aller. Justement, 8888, c'est les serveurs DNS Google, 8844, c'est le DNS Google B. 422, c'est le level 3, que ça fait à peu près 15 ans qu'ils nous disent qu'un jour, ils vont fermer ces serveurs DNS-là, mais c'est jamais arrivé. Puis, on peut abuser des configurations correctes. L'autre moyen de trouver des serveurs résolveurs ouverts, ben pas nécessairement ouverts, mais des résolveurs qui... C'est des résolveurs qui ne devraient pas résolver. Fait que, mettons, tu t'en vas sur le... Tu marques, donne-moi les names serveurs de Desjardins, tu sors les names serveurs de Desjardins. Là, je n'ai même pas essayé. Je ne savais pas dire qu'ils sont ouverts, mais après ça, tu interroges le serveur de Desjardins, mais en lui demandant une requête qui n'est pas censée répondre par lui-même, genre google.com. S'il te répond, ben là, tu sais que le serveur est exploitable, parce qu'il répond pour des domaines qui n'ont aucun rapport avec ce qui est censé répondre normalement. Ouais, pourquoi ça marche? Requête standard DNS, ça prend pas beaucoup de trafic. Là, c'est sûr, les calculs, là, ça va dépendre du nombre de caractères. Un octet, un caractère, ça peut augmenter assez rapidement, là, mais pour une requête typique, ça va te prendre à peu près 28 octets d'envoyer, 45 octets en réponse parce que tu as une couple de plus, tout ça. Requête malicieuse, tu vas envoyer à peu près 36 octets parce qu'on va voir qu'on va perdre un peu notre requête pour qu'elle soit plus intéressante. Puis la réponse, ben, on va avoir au-dessus de 512 si ça marche bien. Fait que, on va voir comment on peut utiliser ça à notre avantage. Requête malicieuse de base, e-coding. Vous voyez le banc en arrière. Les slides vont être disponibles sur le site internet. Mais dans le fond, ce que je fais en haut, c'est que j'utilise un outil qui s'appelle DIG, que j'ai aucune idée, DNS Information Query, peut-être. En tout cas, DIG, là, si tu prends ping pour résolver des DNS, là, ben, prends DIG à cette heure. Parce que, premièrement, DIG, il n'y a pas de cache. Si tu prends ping et que ton IP est dans le cache, ben, il va te répondre ce qui est dans le cache. Ce qui est totalement inutile si tu veux savoir si ton DNS marche. DIG ne fait pas ça. Il interroge directement le serveur DNS, puis justement, tu peux le pointer vers un serveur. Fait que si vous voulez m'attaquer, mon serveur, c'est tungsten.gparent.org. Puis c'est lui que j'ai utilisé pour faire la présentation de toutes les données. C'est ça. Fait que ce que je fais, requête malicieuse de base. Pourquoi elle est malicieuse? C'est que, bon, premièrement, je demande une requête que je n'ai pas vraiment besoin. Au départ, si tu n'en as pas besoin, tu n'auras pas envoyé ce genre de requête-là. La requête que je demande, le domaine, ça n'apparaît pas parce que c'est flou, mais c'est point. Le domaine point, c'est-à-dire la route du DNS qui contient les raccords pour com, off, net, etc. Puis, dans notre cas, là, j'y demande any, c'est-à-dire donne-moi tous les raccords qui sont dans cette zone-là. Fait que je réponds évidemment à un shitload d'informations sur toutes les IP de nos mêmes serveurs, autant IPv6 qu'IPv4. On voit déjà là, que la réponse, ça prend pas mal plus de place que la requête. Là, ça se voit pas en texte, mais tu sais, un caractère pour ça, quelques caractères pour dire que c'est in, any, puis moi, ce que je te retourne, c'est un array de caractères avec un paquet d'IP là-dedans. Je sais pas, celle-là, la taille est à peu près de comment, mais c'est proche de 500 octets pour ma réponse. Fait que ça, c'est très de base, mais on en voit encore pas mal. Fait que si tu mets un filtre là-dessus, tu vas quand même bloquer une bonne partie des attaques là, pour se faire son DNS. Okay. Sauf que c'est pas beaucoup, 512 octets. Fait qu'il y a du monde qui ont trouvé que 512 octets pour répondre à du DNS, c'était trop bas. Puis ils ont bien raison, parce que non seulement c'était trop bas, mais... Ah, yes, yes! Belle présentation.
Mais c'est ça. Donc, ils ont trouvé que 512 octets, c'était trop bas. Fait qu'ils ont dit, bon, on va inclure une extension qui va te permettre de demander au DNS, hey, peux-tu me shooter ça sur plus que 512 octets? Si le DNS serveur le supporte, il va le faire. Fait que c'est ça qui arrive. Fait que moi, ce que je dis, point .NI, j'aimerais ça l'avoir en UDP. OK, petite pause. Pour ceux qui savent pas, DNS avant, qu'est-ce qui arrivait si tu étais au-dessus de 512 octets? Parce qu'un paquet UDP peut contenir plus que ça, ben tu vas passer en TCP. Puis là, ben, tu retombes dans le même problème de faut que je fasse un handshake, puis c'est compliqué TCP, on veut pas ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on demande, donne-moi le Extended DNS. Le Extended DNS, tu peux spécifier la taille. Nous, on est badass, on met la plus grande, qui est 4096 octets, puis il va essayer de nous répondre ça en un seul paquet UDP. Puis c'est ça qu'il fait. Il est bien content de nous envoyer ça, lui-là. Dans le fond, c'est que tu inclus un faux record, qui est le record OPT. Tu sais, au lieu d'être A ou AAA, ben lui, c'est OPT. Tu lui dis, je veux du EDNS version 0, mais moi ça à 4 bits. Ouais. Puis, donne-moi encore la même requête .ini. La réponse, ben, ça va être la même, sauf que là, je n'ai pas de capture Wireshark pour celle-là, mais cette fois-là, il répond en UDP. Je ne réponds pas en TCP. On va voir plus tard d'autres captures plus intéressantes. Clic. Bon, fait que ce qu'on peut faire avec ça, EDNS, c'est le fun, mais il faut que tu le remplisses, ton 4096 bits, quand même que tu ailles bien de la place pour recevoir ta réponse. Si tu demandes google.com, il faut quand même juste envoyer l'IP de google.com, puis ça ne servira à rien ton DOS. Sauf que tu as DOS toi-même, c'est peut-être un exercice intellectuel, j'imagine. Par contre, x.org, lui, il jase. X.org, il en contient des records. Fait que ce qu'on va faire, c'est on va demander non seulement envoie-moi ça en EDNS, envoie-moi tous les records qu'il y a dans ta zone, mais en plus, donne-moi les records de DNSSEC. DNSSEC, c'est pour protéger DNS. Qui dit souvent encryption asymétrique, ben, veut dire tu as beaucoup de place pour mettre tes clés publiques. Veux pas, ils vont prendre de la place. Puis de la manière que DNS fait ça, ben, c'est en les mettant dans un record. Fait que ce qu'on va y faire, c'est donne-moi ist.org, donne-moi toute la zone en EDNS, puis donne-moi DNSSEC. La requête est petite, elle mesure quelque chose comme 36 octets, si je me rappelle bien, mais la réponse, par exemple, est plus grande. Là, il est shrinké, c'est pour ça que c'est flou, c'est pas parce que la lumière a remonté. C'est que justement, ça ne rentrait pas dans l'écran, fait que j'ai rapetissé un peu l'image. Fait que là, on voit les records standards, toutes ces affaires-là. Il y a un SOA ici, DNS. Il y a aussi RRSig, DS, DNSKey, NAPTR. Il y a un NAPTR, je ne sais pas si c'est relié, mais c'est ça, tous ces records-là, ils vont prendre de la place dans ta réponse. Cette réponse-là a fait quelque chose comme 3900 bytes, ce qui est pas mal mieux que notre 512 de temps. C'est ça l'amplification. C'est pour ça que c'est un attaque par amplification. C'est que je demande 36 octets, j'en reçois 3962. C'est pas mal mieux qu'en envoyer 36 puis que l'autre en soit 36. Et on s'entend qu'il y a un avantage. Ratio Y c'est en outbound, Y c'est en inbound. 110 fois, tu envoies 110 fois plus de données à la personne qui t'attaque que toi tu en envoies pour déclencher l'attaque. C'est énorme. Si c'est un botnet, tu n'as pas besoin de beaucoup d'upload pour faire une attaque de mort. Même quelqu'un une Vidéotron, tu es capable de faire un DOS avec ça. Même avec 1 mégabit d'upload, pas de problème. Si on active un DNS, il n'y a pas de TCP, pas de handshake, tu fais ton IP spoofing, c'est pas détectable entre guillemets, on s'entend. Puis, c'est justement, ce que ça va donner, c'est ça l'amplification. C'est que le but, c'est pas d'attaquer le serveur DNS, c'est de mettre une fausse IP source, puis c'est elle, dans le fond, le target de l'attaque. C'est que si moi, je vais attaquer Desjardins, je ne sais pas pourquoi je les aime pas, ce serveur-là. En fait, je vais mettre l'IP de Desjardins comme IP source, je vais envoyer mon paquet de DNS à quelque part, puis le serveur DNS, il va répondre gentiment, « Hey, voici les 4 millions de bits que tu as demandé, puis il va l'envoyer tout chez Desjardins. » Il va peut-être excusez. Ce qui va peut-être flooder leur serveur, puis on espère causer un délit de service. Tu peux changer. On répond chacune des requêtes avec amour. Ça, c'est ce qui arrive quand je me fais des OSE. J'ai rien fait, là. Ça, c'est un gars qui a commencé, puis qui a arrêté, puis qui a commencé, puis qui a arrêté, puis entre 6h et 8h, ça ne tentait pas. Mais c'est ça que ça donne. On voit, j'ai mis en entrée. C'est pas beaucoup de trafic que ça rajoute, là. Le gars, il m'envoie quelque chose comme 50 kilobits par seconde là-dessus. Là. Et moi, j'ai en chaud 4 mégabits en bande. Parce que je suis gentil de même.
Puis c'est ça le danger, c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de inbound pour envoyer toutes ces données-là. Ça, c'est 3 IP en fait. Ben, 3 fausses IP, là, mais c'est 3 IP sur eux. C'est pas beaucoup de. C'est beaucoup de trafic que tu envoies à très peu de personnes en même temps. Probablement que ça a peut-être servi à Spamhaus, justement. C'est qu'à force d'en rajouter des 4 mégabits, puis des 8 mégabits, puis tout le monde se fait puis d'autres affaires de même, ben, ça en fait de la bande passante. Et c'est ce genre d'attaques-là qui sont efficaces. C'est correct? Ouais, la pile de protocole. Ça va faire aussi un bel effet qu'on appelle la fragmentation IP. Évidemment, si tu essaies d'envoyer des paquets IP trop gros, il va être fragmenté. C'est fait pour ça, puis ça marche. Le problème là-dedans, c'est que, évidemment, ton CPU va travailler un petit peu plus. Si tu as le malheur d'avoir un admin réseau incompétent, puis que les fragments, ben, ils ne marchent pas bien, ben, tout ton trafic va prendre le bord. C'est pas le fun. La fragmentation, là, oups, j'ai une petite erreur dans mon slide, il n'y a pas 2 protocoles DNS, là, mais c'est ça, la fragmentation va embarquer là-dedans. Souvent, mon CPU, il va monter de 6% à 20% à peu près. C'est pour 3 IP qui m'attaquent. Et ensuite, le sysadmin se fait réveiller. Ben, moi, je suis pas sur le corps, c'est un serveur pareil. Je me réveille, c'est ça que je vois. Mais quand même, j'avais sauté des alertes, puis c'est comme ça que je m'en rends compte d'habitude. Je reçois une alerte pendant que je suis à la job ou pendant que je suis chez nous, puis ah, tiens, mon serveur est probablement en train d'attaquer quelqu'un. Je me log, je les idées dans le banlist. D'autres attaques. J'ai parlé un peu des abus de Spamlist. Justement, les sites comme Spamhaus et ces choses-là, ce qui est le fun avec leur site, c'est qu'ils utilisent des time to live qu'on appelle très bas. Ce qu'ils vont faire, le time to live, ça te permet de mettre des informations en cache. Donc, si mon time to live il est de 1 jour, puis que tu me demandes une requête, puis que je te réponds, puis je te dis le time to live il est de 1 jour, ben normalement, tu es censé la garder en cache pendant 1 jour, puis je vais jamais la redemander. Par contre, les bluffies de email, eux autres, ben, ils utilisent les queries DNS pour fonctionner. Ce qui va arriver, c'est qu'on va prendre justement ton IP, qui est peut-être à l'envers en passant. D'habitude, ils sont à l'envers. Fait que ça, c'est probablement 74, 80, 148, 226. Puis, on va faire un paquet de lookup sur différentes listes. Il y a des listes qui vont bannir plus pour certains sujets qu'ils n'aiment pas recevoir, d'autres qui vont être des banlists globales de n'importe quoi qui est super mon bloc. Puis, ce qui est le fun avec ces serveurs-là, c'est que le time to live, il est la plupart du temps 30 secondes, parce que sont dynamiques, ces listes-là. Fait que tu ne veux pas mettre en cache pendant 2 jours le fait que Google.com est un spammer. Ça serait vraiment une mauvaise idée pour ta blacklist. Il n'y a personne qui te prendra au sérieux, puis éventuellement, il n'y a personne qui utilisera ta blacklist. Fait que pour pouvoir les mettre à jour dynamiquement, n'importe quand, les TTL sont très bas. Je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui cachait leur query en faisant ça. C'est qu'ils utilisent mon serveur DNS comme s'ils essayaient de filtrer du spam, sauf que tu te rends compte que c'est tout le temps la même IP qui scanne. C'est jamais des clients. Fait que probablement que ça, pas probablement, ça c'est moins efficace. On s'entend là, parce que faut que tu envoies toutes ces queries-là, il faut que tu les envoies, là, ça ne se fait pas tout seul. Puis la réponse n'est pas tant large que ça comparé à ce que je vous ai montré tantôt. Par contre, c'est un moyen assez efficace pour passer pour un vrai client. Parce que tu te rends compte que le gars, il n'existait pas, c'est pas un vrai client. J'ai envoyé un email à son hoster, puis ça ne marchait pas. C'était vraiment un gars que lui, il abusait la spam list pour m'envoyer du trafic. Mitigation, moyen de base. Comment on fait pour arrêter ça? Récursion. Es-tu obligé d'être récursif? Je veux dire, si ton domaine, c'est gparent.a, tu n'es pas obligé de répondre pour les requêtes pour gparent.com, sauf s'il t'appartient aussi. Tu n'es pas obligé de répondre des requêtes de google.com. C'est pas tout le monde qui est OpenNIC. C'est un trou de sécurité, en fait, de répondre à ces requêtes-là, normalement, quand tu n'es pas un serveur public. Fait que récursion, c'est justement ça. Si, mettons, toi, tu travailles pour notre fameux Desjardins, ben, tu vas mettre dans ton serveur soit qu'il n'y a pas de récursion. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que ton serveur il va être dit autoritaire. C'est-à-dire que si je veux parler à Desjardins puis savoir où c'est qui est leur site web, je vais interroger leur serveur de nom. Ils vont me répondre des informations, puis mon serveur de nom à moi va ensuite compléter la requête et me donner ma réponse. C'est ça, normalement. C'est comme ça que ça marche normalement. Fait qu'on désactive la récursion ou on la met sur un range IP en particulier. Si tu as un serveur DNS pour toute ton entreprise, ben, ça se peut que tu aies une facette publique qui répond aux IP publics, une facette interne qui répond aux IP internes. Ben, tu peux dire soit récursif, mais seulement pour mon LAN. Parce que ton LAN, il faut qu'il continue à marcher, il ne faut pas le faire tout seul, leur DNS.
Puis, tes clients externes, eux autres, quand ils vont faire des requêtes qui n'ont pas de bon sens, comme ist.org, DNS avec pizza en choix, ben ça ne marchera pas. EDNS, on peut le désactiver aussi, c'est-à-dire que si tu veux forcer le monde à faire du TCP à chaque fois que tu t'envoies plus que 512 octets, ben, tu peux tout simplement désactiver le EDNS. Bon, on s'entend que si c'est pour faire un serveur DNS, ça sera pas pour qu'il soit capable de gérer les requêtes un petit peu plus grosses, là. Sinon, c'est peut-être besoin d'un DNS provider ou d'un serveur DNS. Là. Mais ça peut mitiger au moins certains types d'attaques. Puis aussi, il y a des serveurs DNS qui le prennent vraiment mal, là, le Extended DNS. Fait que ça, cet ACL-là, ça peut servir à ça. J'ai pas fait en même temps. Ouais, un DNS, c'est par défaut, ça. Si le serveur répond à un DNS par défaut. Je peux pas te dire par défaut, il y a plusieurs versions de bind, il y a plusieurs distros, dépendamment de la tâche. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart répondent. C'est bien rare là, que tu demandes du DNS et il dit non. Mais si je scanne mes logs, souvent je vois que j'envoie, dans son fonctionnement normal, là, évidemment, il y a du monde qui s'en sortent de vrai, mon serveur. Bon, ben, des fois, les requêtes sortent, puis tu vois genre link server does not respond to DNS. Bon, tu peux les filtrer de même, si tu veux. Mais la plupart du temps, c'est supporté. Surtout que si le gars ne sait pas comment mettre la récursion à off, on peut assumer le reste si c'est sur le DNS. Next. Moyen de base aussi. Le fournisseur de service upstream, il peut bloquer le trafic avant votre serveur. Ça, c'est un peu rock'n'roll, puis c'est pas tous les upstream qui vont le faire. C'est-à-dire que si, mettons, moi, je travaille avec Vidéotron, mon entreprise, puis j'ai une ligne business, j'ai aucune idée s'ils le font, il y en a sûrement d'autres autres qui le savent, là, mais il y a moyen de travailler avec ton fournisseur de service pour que lui, il bloque les requêtes avant qu'il arrive à ton serveur. Le gros avantage de ça, c'est que tu ne passeras pas de bande passante à envoyer des données ou à dropper du trafic. Tu ne dépenseras pas des mégabits et des mégabits qui vont finir par se transformer en argent, dans le fond, là, pour répondre à ces requêtes-là dans le trafic. Fait que ton service upstream, il peut t'aider pour ça. S'il ne veut pas t'aider, ce qu'il va faire à la place, il va te faire chier, il va te faire un null route, ce qui va déconnecter ton serveur d'Internet, dans le fond. Ce que ça fait, c'est que tu dis, bon, ben, pour ce IP-là, j'ai aucune route. Fait que le trafic va se rendre là, puis le routeur, il va dropper ça. C'est l'équivalent d'envoyer ton trafic dans Bernoulli. Ça empêche l'attaque. Veux pas, tu ne reçois pas de trafic. Ça ne coûte aucune scène en bande passante, mais tu n'obtiens aucune scène en client non plus parce que tu peux faire les serveur. Le fournisseur de service du pirate. Ben là, on s'entend que d'habitude, on utilise des fournisseurs de service faits pour ça, mais d'un coup, c'est pas le cas. La raison pourquoi les IP spoofing il marche, c'est parce qu'il y a des ISP qui filtrent pas tout ça maintenant. Tu sais, moi, si je suis Vidéotron et je sais que j'ai 3 ranges d'adresses, ben j'ai rien qu'à prendre les interfaces internes. Si j'ai du trafic qui vient des adresses qui sont pas là, ben je le lâche. C'est pas à moi le trafic, j'ai pas à router ça. Fait que le fait que c'est si ça attend tout succès que ça, ces attaques-là, c'est qu'il y a beaucoup d'ISP que le IP spoofing, il laisse passer ça. Fait que n'importe qui peut prendre n'importe quel IP source, envoyer son trafic, puis ils vont le router allègrement n'importe où. D'un fois, tu peux même prendre des IP privés, puis ils vont se rendre. Tu mets 592 168 comme IP source, puis ton routeur fait yes, il route ça jusqu'au serveur. Là, le serveur il arrive pour répondre, il fait c'est une adresse privée, ça, c'est drôle. Le ISP pourrait faire sa job un peu, faire un peu de filtrage là-dessus pour essayer d'enlever la majorité du trafic. Puis parfois, ben, il défend les pirates. Ça, c'est pas le vrai Cyberbunker, je pense, mais l'attaque de Spamhaus, il suspecte que ça vient du Cyberbunker, puis c'est un hoster qui est pas de question, dans le fond, don't ask, don't tell, là, à ce qu'on est capable de comprendre. Fait que, veux pas, quand tu utilises un ISP qui te protège, ben, ils ne laisseront pas les personnes qui protègent quitter leur service. Ils vont essayer d'avoir le plus d'argent possible, donc ils vont laisser passer ce qui est la caractéristique. Je sais pas si tout le monde qui sait c'est quoi Spamhaus. Spamhaus. Je sais pas c'est quoi. Ben, moi, ceux qui savent c'est quoi Spamhaus. Yes, il y en a 6. Mais, OK, Spamhaus, c'est une organisation, dans le fond, qui. Là, il y en a peut-être plus que ça, mais à la base, les gens s'en servent pour filtrer les courriels. C'est-à-dire que tu reçois du spam, tu t'inscris à leur service, ils ont des listes publiques aussi. Puis justement, les requêtes que je montrais tantôt, qu'il y avait la même IP qui était demandée sur 300 records différents, ben ça, c'est que tu interroges différents serveurs de. Ben, ils sont pas tous de Spamhaus, mais tu interroges différents serveurs DNS. Puis eux, la réponse qu'ils vont t'envoyer, c'est est-ce qu'il est legit l'email? Est-ce que c'est un vrai email? Est-ce que c'est une pub de Viagra ou une annonce d'autre chose qui est vraie? C'est avantageux pour ceux qui font du spam d'attaquer ces spam lists-là en espérant qu'ils ne marchent plus.
Ce qui n'est vraiment pas arrivé dans le cas de l'attaque de 300 gigabits. On va espérer que les 600 gigabits marchent mieux. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après, là, mais ça a l'air qu'Aspermos a réussi à résister à l'attaque. On verra si ça en vient. Mais Deuxième question, c'est quoi le écoute, cyberbunker? en 11 000, ça ne me dérange pas. Ah ouais. Le cyberbunker, c'est un hosting provider de la colocation. Sauf que sont hostés dans un bunker, il y a des murs de béton armé de 10 mètres, je ne sais pas quoi. C'est fait pour résister à des assauts thermonucléaires. Puis il y a une ligne Internet qui rentre là-dedans. Puis il y a beaucoup de sites qui sont hostés là pour distribuer du malware ou envoyer du spam. Je suis sûr qu'il y en a des legit aussi. Je sais pas. En Europe, mais je En Europe. pense. Il y a un site Internet. Je pense pas que tu peux acheter de hosting là, mais je ne sais pas comment ça marche honnêtement. Peut-être qu'il faut le faire sur Tor, je ne sais pas. Non, mais pour vrai, ils ont un vrai site internet que tu peux Oh, ils ont acheter vraiment un service site, direct. Puis c'est. Tu peux acheter, oui. Oui, c'est de la colocation normale. C'est du 100-200 pièces par mois pour avoir un rack. Tu peux même louer de l'espace de salle au complet. Comment? J'avais vu, c'était quasiment pas 50. Oui. Donc, tu payes pour ce qu'il y a tout. En fait, ce qui était pas cher, il n'y a juste plus de place. Il a été vendu quand ça l'a ouvert. Et ouais, c'est ça. Il y a des rumeurs justement du cyberbunker où qui avait été stormé par le SWAT qui n'a pas été c'est capable vrai, de rentrer. Ils n'ont pas été capables de rentrer. Ouais. Le SWAT. Le SWAT team. Bunker, tu sais, les tactiques d'intervention, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le cyberbunker. Fait bon, c'est le genre d'ISP où s'ils ne veulent pas jouer dans les règles, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est vrai? Il y a des photos, mais les photos, il y a comme une mise en scène, c'est drôle, ils ont comme des boucliers. Ça ne tentait pas de toucher la fibre à la place? J'imagine qu'ils ont des liens redondants, mais ça, évidemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est très solide, les pirates sont bien protégés là-dedans, ça a l'air. C'est flou, mais c'est ça, le cyberbunker, dans le fond, je voulais vous montrer surtout un exemple d'ISP qui ne sera peut-être pas coopératif. Next. Mitigation, NetFilter. NetFilter, c'est ce que vous connaissez sûrement par IPTables. Le vrai nom, c'est NetFilter. IPTables, c'est ce qu'il configure. Dans le fond, IPTables, qu'est-ce que c'est là, IPChains? Il permet de filtrer par des masques d'octet. C'est chiant à faire. Lire des requêtes DNS, faire un masque d'octet, puis tout, ça se fait, là, c'est pas dur, trop lire du binaire, mais c'est chiant à faire à la main. Fait que moi, j'ai 2 requêtes. Là, c'est sûr, c'est pas trop évident. J'ai essayé de coder ça comme il faut. J'ai montré en haut, c'est le module qui permet de checker les strings, dans le fond. Fait en haut, c'est .ini. En bas, c'est ist.org, ini, EDNS, etc. Fait que ces 2 requêtes-là, quand ils passent au travers la règle avec le module string, c'est pas tous les hosters qui en ont. S'ils l'ont pas, je changerai de hoster. Mais la plupart, ils l'ont. On peut filtrer direct sur la requête. Fait que ça drop, tout simplement. Puis moi, ce que j'ai fait, je la drop pas, c'est que je fais un rate limiting. Il y a une autre affaire que tu peux faire, c'est qu'il va checker, dans le fond, ça fait combien de temps que j'ai reçu une requête de cette source-là. Tu peux y aller aussi par réseau, c'est-à-dire un /24, ça doit renvoyer comment d'IP par seconde. Donc, ceux que ça fait un /24, c'est dans le fond un 255 autres. Tu peux y aller plus large aussi si tu veux. Oui, ben, pas compris, mais merci. Dans le fond, puis tu peux les mettre dans des sets différents. Fait que tu peux dire, ben moi, ceux qui font des requêtes NI, NIE, ben je vais les mettre dans ce set-là. Ceux qui font des requêtes ist.org, je les mets dans un autre set. Comme là, on voit que c'est DNS, Blacklist, NIE. Ben ça, c'est mon choix pour cette requête-là. Puis après, ben il va dropper toutes les requêtes qui passent après. Fait que 95, 130, 170, 59, c'est probablement quelqu'un que j'attaquais jusqu'à temps que ma règle NetFilter en bas. Parce qu'on n'oublie pas que la source des paquets, c'est la destination de l'attaque. Fait que, ouais, tu peux skipper. Fait que, oui, une affaire, tu peux rester celui-là, mais une affaire, je dis pas, c'est évidemment, le but de dropper les paquets, c'est pas de se sauver 36 octets en entrant. C'est pas que nous autres, on attaque tout le monde avec nos 4, 6, 7, 12 300 gigabits de données en réponse à ces requêtes. L'important, c'est pas nécessairement de dropper les paquets qui arrivent, c'est de ne pas laisser sortir les requêtes qui sortent. C'est ça qui est important. IP7, lui, à quoi il sert? C'est qu'il va servir à gérer ces fameuses blacklists-là.
Parce que des fois, les attaques sont petites, des fois, sont plus larges. Quand elles sont plus larges, ça devient chiant, rentrer des règles IPTBuzz en main à journée longue. Puis deux, c'est pas tant optimisé que ça. IPTBuzz va aller pour chacune de tes règles, il va checker le protocole, si c'est UDP, si c'est TCP. Si c'est UDP, il va checker le port. Si c'est le port, il va checker la liste de strings, etc. Ça prend beaucoup de processing. Tandis qu'avec NetFilter, tu fais une règle de même. Puis, au lieu de mettre l'IP source, tu dis, va checker si l'IP est dans un IP7. Fait que moi, je me suis fait un IP7 pour ceux qui m'attaquent. C'est avec des hashtables pour ceux qui sont en programmation. Fait qu'il il y a différents types qui sont plus optimisés pour pour une chose ou l'autre. C'est-à-dire, HNet, il est plus optimisé pour les réseaux avec des masques, qui est /24, /16, /8. HIP, il est plus optimisé pour faire des lookups d'IP individuels. List set, il va te permettre de combiner des sets ensemble, si tu veux faire des OCL puis mélanger ça de manière optimale. IP7, lui, il va réduire un peu la partie administrative de la chose. Tu fais un IP7, moi j'en ai un justement IP réseau, puis un autre pour ce qu'on appelle les bogons, c'est-à-dire les IP qui ne devraient pas exister. C'est-à-dire que tu ne devrais jamais recevoir de requête venant de 127.0.0.0/8. C'est bien rare que la Talos te DOS. Tu fais ce que tu peux. Facile à utiliser. Ce qu'on fait pour utiliser IP7, premièrement, il faut que tu crées ton IP7. Les outils ne sont pas tout le temps terribles. Il faut peut-être falloir que vous faites un petit script pour les sauvegarder et les remonter au bout de la machine. Mais ça, je posterai ça sur Internet au pire, c'est pas compliqué à faire. Moi, je me suis fait un shell script qui est sauvegarde au shutdown et qui est load au boot-up, tout simplement. Puis IP7, tu peux spécifier le nombre d'éléments maximum qui vont être dans tes sets pour pas que ça prenne trop de mémoire, etc. Dans le fond, fait que tu le crées, tu mets son type à la fin. Là, je n'ai fait un juste pour vous autres. Tu rajoutes les IP à la main. Fait que là, j'ai rajouté 1.337. Puis tu peux lister ensuite tes sets, voir comment de mémoire qui prennent dans le kernel, puis etc. C'est bien pratique. Puis ensuite, ben, ça, c'est un exemple de règle pour filtrer sur ces sets-là. Avec le module 7, ça c'est un autre module qu'il faut que tu ailles. Il y a de l'air à marcher moins bien en IPv6. J'ai eu des petits bugs avec, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais IPv6, tu peux faire le 7, mais quand tu arrives pour le filtrer, il te donne une erreur. Puis j'avais un kernel assez récent, fait que je ne sais pas d'où ça vient. Je suis travaillé là-dessus. Mais pour IPv6, en attendant, ben, désolé, mais mettez vos sites à la main dans IPv6. Fait que on match avec ça. On met un set, Bogon, NetHash, IPH, ça c'est ça que j'ai fait vraiment dans mon vrai firewall. Puis je mets un log à la fin pour savoir qui m'attaque, pour envoyer des emails à leur ISP après, pour leur chialer après. Veuillez bannir cette fille ou je sais pas quoi, ou me dire si ça vient vraiment de vous autres. Fait que c'est ça, IP7, c'est vraiment la manière là, de gérer les banlists. Ça peut servir pour d'autres choses aussi. Là. Si vous avez en ce moment une chaîne IPTBuzz de 300 règles dedans qui sert juste à bannir des IP, là, mais changez ça pour du IP7, c'est pas facile à travailler. Ouais. Éducation. Oui, patch name 2. Bon, le problème, évidemment, c'est pas le kernel Linux, c'est Bind. Pas Bind, mais les différents serveurs DNS, ils n'ont aucun rate limiting. Tu peux demander des requêtes, puis ils vont répondre comme on a vu tantôt, avec amour. Ils vont le faire le plus rapidement possible si tu leur demandes le plus de requêtes possible. Donc, il y a du monde qui a travaillé sur des patchs pour contrer ça. La patch principale, le rate limiting, c'est tout simplement, en fait, c'est pas simple, mais tu peux rendre ça simple. À la base, c'est combien de requêtes par seconde. Tu lui donnes un burst, qu'on va appeler. Tu as tant de requêtes par seconde, puis à chaque, mettons, 30 secondes, tu as une requête de plus qui s'ajoute dans ton pool. Ça va te permettre, mettons, que tu fais un apt-get update, ben, tu ne feras pas rate limité parce que tu as fait 20 requêtes DNS vers ubuntu.com l'une après l'autre. Il y a moyen de burster, mais ça va réduire les attaques là, où tu as 300 clients différents qui demandent la même requête, puis tu vois clairement que ça donne rien. Le rate limiting, là je vais citer un petit peu, mais le rate limiting, il est configuré comme ça de base. Fait que tu mets tout simplement le nombre de réponses par seconde, un sliding window. Ça, je vous recommande vraiment de lire la documentation pour comprendre exactement comment ça marche. Là. Je risque plus de faire des erreurs à vous expliquer les détails que vous en lisant la documentation, mais ça sert à faire le burst, comme je vous dis, là, pour pas que vos clients ils puissent faire, mettons, qu'à 31 requêtes par seconde, ils se fassent ignorer. Parce que des fois, ils ont vraiment raison de faire 31 requêtes. Puis, ouais, pas toujours implémenté. Mettons, la version Debian en ce moment ne supporte pas le patch de rate limiting. Ça va arriver dans la prochaine version de Debian qui va sortir en mai.
Le produit Bind en tant que tel, ils n'ont pas encore inclus ces patchs-là dans le produit, je crois. Peut-être dans Bind 10. Je pense que ça s'en vient dans Bind 10, mais Bind 10, ça va prendre une couple de mois avant qu'on le voit. Voilà. Fait que le moyen le plus simple, une fois que tu sais comment faire, parce qu'il n'est pas tant compliqué que ça, c'est que tu downloads la patch, tu downloads les sources du package de Bind, tu appliques la patch, tu refais le package. Normalement, c'est quelques commandes, tu n'es pas obligé de modifier rien, puis ça compile sans erreur normalement. Sinon, moi, à cause que j'ai le service DNS, je vais commencer à compiler des packages qui ont le patch intégré. Fait que, je vais mettre les informations avec la release de cette pièce-là, puis je vais mettre mes packages dans un dossier que vous pouvez télécharger si vous avez un serveur Debian 64 bits qui roule Bind et que vous voulez avoir la patch. Pas toujours implémenté, c'est ça. Très efficace mais abusable. Abusable, c'est-à-dire que si tu mets pas de. Si tu le configures pas comme il faut, ben c'est facile pour moi de prendre une IP source qui ne m'appartient pas, de faire plein de requêtes à ton nom, puis qu'ensuite ça soit toi qui soit limité. C'est-à-dire que si je veux que le cégep Sainte-Foy, on va dire, ne puisse pas faire de requête DNS vers mon serveur, ben, je vais prendre l'IP source, je vais prendre l'IP du cégep de Sainte-Foy, je vais la mettre dans un paquet UDP, je vais l'envoyer vers mon serveur beaucoup trop de fois par seconde. Là, mon serveur, il va capoter, il va dire « Hey, le cégep Sainte-Foy m'attaque, je vais arrêter de répondre à ces requêtes. » Puis là, ben, les vrais usagers du cégep Sainte-Foy, ils ne seront pas capables de communiquer avec mon serveur DNS. Fait que c'est abusable. De la même façon que n'importe quelle règle qui se base sur l'IP source qui, un temps par seconde, peut être abusable, c'est les mêmes failles avec le rate limiting. Il faut faire attention. Il faut mettre des paramètres assez larges là, pour pas que les clients ordinaires se fassent pogner dans tes protections. Il y a aussi moyen de répondre un certain pourcentage des requêtes. Fait que tu peux dire, bon, ben, si lui il attaque trop, pas si lui il attaque. Si lui, il requête trop vite, ben, répond à 50% de ses requêtes. Puis vu que l'Internet était fait pour fonctionner avec le meilleur effort possible, et non pas de fonctionner tout le temps, ben, le client a tout simplement se réessayer. Puis la deuxième fois, ben, ça devrait fonctionner. Sauf que pour la personne qui opère le serveur DNS, ben, il vient de voir une drop de 50% dans son utilisation de ressources, ce qui est très apprécié. Système de points, ouais, c'est ça, ça j'en ai parlé un petit peu. Système de points, c'est la manière que ça marche, ce rate limiting-là. C'est ça, à chaque fois que tu vas faire une requête, tu vas gagner des points. À chaque fois que si tu fais une requête la première fois, tu peux gagner plus de points. Si tu fais une requête any, tu sais, tantôt j'ai expliqué pourquoi ça donne pas tellement d'informations, c'est à cause de any. Ben, tu peux te dire, ben, une requête any, c'est 100 points au lieu d'un. Fait que si tu en fais 3 par seconde, ben, tu as pas mal plus de chances d'être un attaquant qu'une personne normale. Il y a personne de normale qui fait 300 requêtes any dans une minute. Tu n'as pas besoin de faire ça. Puis en bas, c'est l'URL pour avoir les patchs. Fait que si vous savez comment appliquer une patch sur un code source, vous allez là, puis les patchs sont disponibles pour Bind 9.7, 9.8, 9.9, même des releases qui n'existent pas encore, des releases candidate, etc. Et tu dis, ouais. L'autre moyen, qui est un petit peu plus problématique d'un fois, c'est le reverse path filtering. Le principe est simple. Si je reçois un paquet sur une interface venant de telle place, ben, probablement que je suis capable d'envoyer un paquet sur cette interface-là vers ce ticket-là, puis recevoir une réponse. Bien, pas, c'est pas le cas. Mettons qu'on est un fournisseur de services, puis qu'on a 18 chemins vers l'Internet, puis qu'on reçoit des paquets vers une interface en particulier, puis quand on essaie de ressortir vers cette interface-là pour rejoindre le client, on ne réussit pas à le pogner. Ben, peut-être que le client, c'est une IP spoofée, justement. Il n'a pas mis la bonne IP, fait que nos tables de route, dans le fond, on n'est pas capable il n'y a pas le même chemin en entrée qu'en sortie. Fait que c'est souvent une IP spoofée. On s'entend que si ton IP n'est pas spoofée, ben, tu devrais y répondre à la même interface où tu reçois normalement. Où c'est que ça peut causer des problèmes? C'est ce que je viens de dire, c'est pas toujours vrai. Si moi, à la maison, j'ai 2 fournisseurs Internet, ben ça se peut que je l'aille fait mon réseau pour que d'un fois, les requêtes sortent d'un bord et reviennent de l'autre, ou que j'envoie des requêtes sur une connexion Internet pour la première, puis une autre interface pour la deuxième. Fait que c'est pas toujours vrai que la réponse vient tout le temps de la même interface où tu as envoyé ta requête. Fait qu'on peut le désactiver. Mais pour la plupart du monde, le reverse filtering, il n'y a pas d'effet nocif. Fait qu'on peut l'activer avec ces commandes-là. Les 2 premières commandes, en fait, si vous ne connaissez pas le fichier sysctl.com, c'est qu'il contient beaucoup de settings kernel pour les trucs réseau.
C'est les deux commandes, dans le fond, pour activer le reverse path filtering sur toutes vos interfaces par défaut. Puis la troisième commande, ben, ça relève le fichier. Si tu ne fais pas la troisième, ben, à moins que tu rebootes. Ça peut poser certains problèmes, j'en ai parlé. Si vous avez deux connexions Internet à la maison ou si vous êtes un ISP un petit peu plus sérieux, ben, de toute façon, vous savez comment ça marche si vous êtes un ISP, ça va être correct. Mais à la maison, si vous sortez, mettons, par 3G, Wi-Fi, etc., ça peut être un problème. Ça veut dire que des fois qu'une requête vient vers toi, il faut que tu fasses une requête vers la source, que tu attends la réponse, puis que quand tu as la réponse, tu donnes. Il y a ça que tu peux faire, mais je pense que le moyen à ce que j'utilise, c'est de checker la table de route. Fait qu'il va dire, mettons, si j'ai une route sur l'interface ETH0, mettons ma route par défaut, justement, sur ETH0. Donc, quand je veux aller sur l'Internet, je vais sortir par ETH0. Ben là, il va dire, si je reçois des paquets de là, ben, puis que l'IP source n'est pas dans ma table de route, probablement que c'est une fausse requête. Fait que ce que ça va faire, c'est que mettons que tu as deux interfaces. Okay? La première interface est sur 10.0.0.0/24. La deuxième interface est sur 192.168.0.0/24. Si tu reçois un paquet sur l'interface 192 avec un IP source 10.00, ben là, il va aller voir dans la table de route, il va voir, ah non, c'est pas vrai ça, là, le 10.00, je suis censé le recevoir de l'autre interface. C'est comme ça qu'il va s'en rendre. C'est pour ça aussi que ça cause du trouble. Si l'IP spoofée, c'est une IP de l'Internet, si tu as un serveur, oui. Mais par contre, si tu es un fournisseur de services, ça se peut que tu aies des risques. C'est-à-dire, ça se peut que tu aies vraiment une table de route avec des interfaces qui ont de l'allure, puis des sessions BGP, puis des choses dans le même qui vont donner plus d'informations. Ouais. Conclusion. Le moyen efficace pour mitiguer ça, c'est l'éducation. Si vous avez des serveurs récursifs, c'est-à-dire on s'appelle des serveurs qui répondent aux demandes pour les clients, bien, vérifiez si c'est nécessaire. Votre serveur de domaine pour mondomaine.com, monchat.ca puis monchat.org, il n'est pas obligé d'être récursif, il a juste besoin de répondre aux requêtes pour ces zones-là. C'est-à-dire que le serveur qui hoste monchat.org, il répond juste www.monchat.org, il ne répond pas le reste. Désactivez la récursion sur ce genre de serveur-là. L'autre affaire qu'on a vu tantôt, c'est qu'on peut limiter à qui on va offrir des services récursifs. Si vous avez un seul serveur DNS, puis que vous avez des clients, oui, pour eux autres, il faut que ce soit récursif, mais c'est pas obligé que la terre au complet se serve dans votre DNS. Là. Vous êtes bien gentil peut-être, mais ça attaque les autres en fait. Le gros problème, c'est ça, c'est qu'il y a trop de résolveurs qui sont mal configurés, qui vont répondre des requêtes pour n'importe quoi à n'importe qui. Avoir un serveur récursif public, le seul prérequis pour être une cible. Il n'y a rien à faire dans mon cas, parce que je suis un DNS récursif public. C'est la seule affaire que je peux faire, c'est répondre aux requêtes, c'est ma job. C'est comme avoir un serveur web et dire je me fais des OSC, je vais arrêter de servir le web. Ça ne marche pas. Puis beaucoup plus efficace que IP, UDP, HTTP flood standard. Pourquoi c'est plus efficace? C'est parce que tu envoies très peu de données. Ton botnet, là, il pourrait marcher sur une trentaine de Raspberry Pi hostés au Nicaragua, ça serait super efficace pareil. Parce que tu envoies 36 octets, tu envoies 280 millions. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des attaques de DNS par application. Ouais. Puis c'est pas mal ça. Name dropping, c'est OpenNIC Project, ils n'ont aucun rapport avec la présentation, sauf le fait que je vous les présente. Ils n'ont pas donné d'éléments là-dedans, c'est tout mon stock à moi, ça. Puis si j'ai dit quelque chose, ça ne représente pas leur opinion. Puis c'est ça que je voulais vous dire. Si il y a des questions, s'il y a encore des questions, c'est le temps. Sinon, Question, hein? oui, tu dis vas rester à quel endroit? Patrick va te répondre à ça. C'est le site web du Hackfest, puis on va sûrement référencer là, via le YouTube. Okay. Je vais savoir les news, puis le Facebook, ça va être annoncé partout. Quand tu as mes fichiers à moi, je vais hoster ça sur un serveur, sur Internet, ça va être. Dans le fond, ça va être sur gparent.org. Je suis en train de déménager ça en ce moment. Le site va te donner un 404 si tu veux en ce moment, mais je vais donner l'URL à Patrick, puis ça va hoster dans le fond les packages bind. J'ai des exemples. Ah, je sais peut-être. J'ai des exemples de log aussi que ça peut. Non, c'est vrai, il n'y a pas Wireshark là-dessus. Mais ça, je vais mettre des exemples de log, il y a des exemples de capture Wireshark pour que vous voyez c'est quoi les paquets que ça donne. Puis aussi les slides de présentation. C'est ça. C'est bon? Oui. Le DNS, vous avez montré comme exemple qu'il y avait une quantité d'informations. À part DNSSEC, qu'est-ce qui fait qu'un DNS
pas autant d'informations. D'un fois, c'est juste que le domaine il est big, là, c'est-à-dire, mettons, hotmail.com. Là, eux autres, à savoir, ils essayent de faire, mais nécessairement, Hotmail, s'ils veulent faire, mettons, des. Tu sais, d'un fois, tu vois des domaines autogénérés. C'est genre AX63-akamai.net. Ben, tous ces domaines-là, si tu demandes la zone au complet, ben, il faut que tu les envoies. Fait que c'est ça le problème, c'est qu'il y a des zones DNS qui sont. Qui n'ont pas juste avec DNS7, qui envoient beaucoup de requêtes. Justement, les requêtes de name server. Tu sais, mettons, moi j'ai un domaine, puis j'ai 9 name servers pour mon domaine. C'est pas vrai. Mais mettons, j'en ai un, ben, veux pas, si je te demande quels sont les name servers pour mon domaine, ben, je vais peut-être te répondre les 9. Fait que ça prend de la place. Mais tu as raison, c'est surtout le DNS7 le problème. Par contre, ISP.org, ils ne désigneront pas leur zone. C'est pour la vie, ça. Tu n'es pas obligé d'avoir. Étant donné que la personne que tu attaques, c'est l'IP source, c'est pas important le domaine que tu prends. ISP.org, oui, c'est sûr que mon serveur DNS va les attaquer un petit peu parce que je ne veux pas, ils vont demander les requêtes. Mais moi, je vais le mettre en cache. C'est pas grave. Fait que ISP.org, les autres, ils assemblent pas l'attaque. Mais le petit domaine qui contient tout, tu en as juste besoin de un. Puis en fait, le plus efficace, là, ça va être de le rapprocher le plus possible de ton FTP capable de 16 octets. C'est le mieux que tu peux faire. Le best que tu pourrais faire, là, ça serait de hoster ton propre serveur DNS et de te crafter une zone pour qu'elle fasse exactement ton paquet UDP complet. Et tu tombes ça. Ça serait un moyen d'optimiser l'attaque, dans le fond, pour avoir des ben, dans ce cas-là, ça utiliserait la propre bande passante. Sauf que, mettons que moi, je hack un serveur russe, que je mets mon DNS là, après ça, je m'en sers pour attaquer, c'est pas grave. C'est une de la hacker. C'est ça. Mais le gars, là, quand il envoie son paquet, là, il prend plus d'actifs. Puis qu'il en génère un de 4000, là. Il le reçoit. Non, je comprends, mais il ne DOS pas ton DNS aussi en même temps, parce que ton DNS, il lui envoie 4000 octets aussi. S'il commence à. Oui, il DOS mon DNS un peu. Pas intérêt à avoir le 36 octets, me DOS va pas. Mais évidemment, envoyer les données, ça va coûter cher. Une entreprise qui a un lien de 10 mégabits d'upload, c'est facile à remplir, 10 mégabits. Nous, on en remplit 4 avec 3 dispositifs. Mais on s'entend que cette technique-là, elle marche que si ça me je devais aussi. Je vais mettre quelqu'un en terre, je n'utiliserai pas juste un serveur DNS. Non. Je vais envoyer ma requête sur. Ah non, tu vas partir ton scapier, tu vas trouver une liste de DNS, tu vas l'envoyer à tout le monde. Tu vas trouver le plus de open resolver possible, mais tu vas toujours prendre la même IP source ou 3-4 IP sources. Ça me semble que je veux dire ça, Martin, là, sa connexion peut prendre. D'ailleurs, je l'ai essayé. Il me fait chier sur le chat, là, je veux dire ça, C'est ça, le serveur DNS. Ouais, non, c'est vrai, dans le fond, parce que t'envoies le trafic. Ouais, oui. Je veux dire, à moins que tu sois derrière un app, là, ça risque d'être de plus en plus populaire. Là, les ISP ne veulent pas implémenter. Ben, ça se fait qu'on soit plus derrière les maps. Mais sinon, target la bonne idée. Tes droits si tu fais ça. Attaque Martin qui ban du. Mais tu peux pas y aller, tu es déjà plus connecté. Fait que c'est ça. Il y en a Je vais me d'autres? tanner la tête de DOS. Non. Autre question? Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci à toi.